suis aussi patient. Et je pense que pour aborder la démocratie participative, il y a participation dans le terme. Donc je pense que c'est peut-être intéressant simplement d'avoir un point d'évaluation, ou en tout cas un questionnement, une échelle qu'on peut juste avoir en tête. C'est l'échelle de Arnstein. Alors, je ne connais pas le nom du ou de la deuxième auteur. C'est la responsabilité, pour le coup, revient au premier auteur qui endosse tout le poids de sa publication. En fait, c'est une échelle de participation avec différents niveaux. Là, je n'ai pas tous les niveaux en tête. Mais parmi les premiers niveaux de participation des citoyens, il y a la manipulation. Et pour le coup, le dernier niveau, c'est vraiment le pouvoir. Avec entre les deux, en fait, tout un ensemble d'échelons possibles. L'information, la consultation, le partenariat, la délégation de pouvoir. Il y a 8 ou 10 niveaux de tête. Donc clairement ici, on n'est pas... C'est de la non-participation ici. Hein. Et on a un intermédiaire, ça doit être ici. On n'est pas dans un pouvoir, mais on est dans une participation tout de même. Et puis ici, on arrive à ce qu'ils appellent un pouvoir citoyen. Et je pense que ça peut nous donner une grille de lecture aussi pour les différentes expériences dont chacun et chacune d'entre nous vont parler. Alors pour ce qui est par exemple de l'expérience que moi j'ai au niveau professionnel, donc dans un laboratoire d'usage, qui est assimilé parfois à ce qu'on appelle un living lab, et je vais expliciter par la suite ce que c'est un living lab. La participation, elle est en termes pour le coup, d'aller chercher la consultation en fait des personnes âgées. On les consulte en entretien, en questionnaire, on les fait participer à des focus groups, c'est-à-dire des groupes de discussion restreints, où on va pouvoir aller comprendre les représentations sociales qu'ont les personnes, notamment par rapport à tel ou tel thème. C'est vraiment très large hein, ce qu'on fait, donc je ne vais pas rentrer forcément dans des détails, je peux donner quelques exemples. Par exemple, on va aller comprendre l'impact qu'un service à la personne propose tel ou tel service et comment ce service devrait être plus adapté aux besoins. Comment est-ce que les personnes vont accepter que différents professionnels se succèdent à leur domicile ou ne l'acceptent pas, par exemple, au cours de la semaine. Bon, c'est un exemple qui peut être utilisé. On utilise aussi comme méthodologie des ateliers de co-conception, où là on va proposer aux personnes non plus uniquement de recueillir leurs besoins, mais de proposer des solutions, de proposer de nouvelles façons d'innover, en fait, de proposer des innovations en termes de solutions à leur apporter. Par contre, au sein de notre laboratoire, pour le coup, le décisionnaire, c'est pas le citoyen, clairement. Il propose et le décisionnaire ne fait pas partie, par exemple, d'un comité dans la gouvernance de notre lab. Un lab d'usage, par exemple, le nôtre, fait partie de la grande famille des Living Labs. Globalement, la méthodologie Living Lab implique que quand une solution est apportée, on prend en compte, et plus qu'on prend en compte, on fait participer activement, si possible, les professionnels de santé, quand on est dans le champ de l'autonomie et de la santé, les financeurs, les décideurs, les patients. Et il y a d'autres Living Labs, pour le coup, qui incluent dans leur gouvernance également des citoyens et des patients, par exemple. Donc là, on va aller, dans ce cas-là, plutôt à un niveau supérieur, avec un pouvoir ou une délégation de pouvoir au sein de ces structures qui sont là,
globalement pour permettre une innovation en santé qui fait participer l'ensemble des acteurs qui vont être touchés de près ou de loin par cette innovation. Un autre exemple de démocratie participative, c'est quelque chose à laquelle je participe, pour le coup, au sein d'une association qui s'appelle Savoir Patient. Et cette association, elle est basée en Occitanie. Et cette association, en fait, n'est pas une association de patients, elle est une association qui réunit des professionnels de santé, des patients, des chercheurs qui s'intéressent à une notion particulière. Donc cet ensemble de personnes s'intéressant à une notion particulière, qui est la notion du partenariat patient. Partenariat patient, c'est une notion qui vient du modèle de Montréal, qui est instauré depuis un moment maintenant là-bas, à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que, alors malheureusement, je ne me souviens plus exactement la date à laquelle ça a été mis en place, mais il y a eu, à un moment, le choix de mettre dans une direction particulière au sein de la fac de médecine, à la tête de cette direction, un professionnel de santé médecin et un patient, de manière à mettre en place ce qu'ils ont développé et installé comme étant le partenariat patient, c'est-à-dire que à la fois les décisions concernant un patient doivent impliquer le patient, et là on n'est pas uniquement en termes de décisions partagées, mais ça implique que quand il y a un staff qui se réunit, un staff médical qui se réunit pour parler d'un patient, du cas d'un patient, le patient est présent quand on parle de lui. Donc en fait, on parle de son cas, mais lui également est présent, et ça fait que les choix de soins qui sont effectués le font en cohérence avec les choix du patient, déjà au niveau du soin en soi, et avec les choix de vie du patient. C'est assez... imaginez cette situation en France, les discours qu'auraient les professionnels de santé, je pense, dans le staff, changeraient considérablement. Et ce qui a pour impact, évidemment, d'augmenter l'observance thérapeutique, puisque, d'une part, on ne prescrit pas des choses qui ne seront pas du tout mises en place par le patient, parce que ces choses-là, pour le coup, on ne va pas les prescrire, puisqu'on sait très bien que le patient, étant autour de la table et dit qu'il n'en veut pas, il ne l'aura pas. Et évidemment, il va y avoir une information, un empowerment beaucoup plus important du patient dans la prise en soin, en fait. Et ils ont décliné ce concept initial de participation du patient à différents échelons. Nous, il y a un échelon qu'on commence à bien connaître en France maintenant, c'est l'échelon de l'éducation thérapeutique, où là, on implique de plus en plus les patients, à la fois en tant que formateurs, puisque là, on est bien en éducation, en tant que formateur. On parle même d'éducateur, c'est un champ assez particulier, l'éducation thérapeutique aussi dans la terminologie, mais qui est logique étant donné ses origines. Et il est également présent dans la conception des programmes d'éducation thérapeutique. Au Canada, et ça arrive en France, pour le moment c'est encore assez tard dans le cursus par exemple de formation des médecins, et par contre ça arrive plutôt dans les formations d'autres professionnels de santé comme en UCI ou d'autres instituts. Les patients viennent enseigner ce qu'est la maladie par exemple. Au Canada, ils enseignent ce qu'est le partenariat de soins, en fait. Bonjour. Et ça, nous, on commence à l'avoir, mais assez tard, finalement, dans la formation. Alors que ce sont des choses qui sont, en fait, essentielles dans la relation de soins. Au Canada, il y a ce qu'ils appellent un centre d'excellence du partenariat entre le public et les patients. Et là, on est dans de la recherche, notamment. Ils font de la formation, mais ils font de la recherche aussi. Donc avec des patients qui sont co-chercheurs, qui vont travailler, alors c'est évidemment plutôt des sciences humaines, ils vont travailler sur de la recherche, sur ce qu'est le partenariat, ce que ça implique, comment on le met en place, etc.
Et petit à petit se met en place aussi des patients qui sont co-innovateurs, qui vont participer. Alors ça rejoint un peu pour le coup ce que je fais dans mon activité professionnelle, même si dans l'exemple que j'ai donné des Living Lab, je pense qu'on est clairement dedans. C'est vraiment des patients qui vont participer activement au développement des innovations qui vont pouvoir leur être utiles en fait. Ce qui est important aussi de noter, et c'est un point qui est sensible en France, mis à part le fait que évidemment ça remet en question les postures des professionnels de santé par rapport aux patients, bon ça je ne reviens pas dessus, je crois que progressivement on avance quand même sur ce terrain-là, ça paraît logique et heureusement c'est ce qui est en train de se passer. Mais les patients là-bas qui forment, qui sont co-chercheurs, qui participent aux soins des autres patients, ils sont rémunérés pour cela. C'est-à-dire que ça devient une activité professionnelle et ils sont formés pour le faire. Ça, c'est un point qui est encore sensible en France, notamment. Il y a quelque chose qui revient comme un risque aussi associé à cette forme de participation qui va jusqu'au partenariat, qui est parfois retranscrit sous le terme d'injonction participative. C'est-à-dire qu'il y aurait une injonction à participer, absolument, sans pour autant qu'il y ait les moyens derrière. Parce que c'est une auteure qui s'appelle Carrel, qui l'a décrit. Et bon, elle ne s'intéressait pas spécialement aux patients, c'était vraiment dans la démocratie participative. Et c'était l'idée, je résume très simplement, c'est plus complexe, mais qu'on veut absolument de la démocratie participative, mais on ne met pas tous les moyens pour que ce soit réellement participatif. C'est-à-dire qu'on reste à un stade en général de consultation avec beaucoup de décisions qui sont déjà prises en amont, mais on va essayer de soit moduler un peu ce qui est décidé en amont, soit carrément voilà, faire comme s'il y avait une consultation et puis par contre on garde nos idées en tête. Et cette injonction, alors moi je ne l'entendrai pas comme ça, mais plutôt dire qu'en revanche, même si un partenariat est possible, on peut tout à fait comprendre que certains patients n'aient pas envie d'être à ce niveau de partenariat, n'aient pas envie d'être, pour le coup on parlait de responsabilisation, n'aient pas envie de sentir ce niveau de responsabilisation fort, soit tout au long de leur vie, soit même au cours de leur vie. Il peut y avoir des moments où on n'a plus envie de participer autant, d'être autant responsable de ce qui se passe, d'avoir autant d'empowerment. Et par moments, on peut avoir envie de revenir à un niveau d'empowerment élevé. En tout cas, ce qui est important pour moi, c'est, je pense, de donner la possibilité de. C'est peut-être ça, en fait, l'empowerment, c'est donner la possibilité de. Et les moyens qui y sont associés. Voilà, j'ai une autre. Donc, je voulais vous parler de ça. Je voulais aussi vous parler d'un groupe de travail dans lequel je suis. Alors, malheureusement, je ne suis plus actif dedans, bien qu'étant référencé, et je n'exclus pas la possibilité d'intervenir par moment dedans, mais c'est un groupe de travail sur l'éducation thérapeutique en mucoviscidose. J'en ai parlé ce matin, donc c'est l'affection que j'ai. Et là, pour le coup, mon expérience personnelle dans ce groupe, alors c'était ultra enrichissant. Il y a 2 points que je voudrais aborder par rapport à ça. Donc je suis dans ce groupe quand j'y intervenais, et il y a 40, 50 professionnels de santé. On est très peu de patients à être présents. Pour diverses raisons, on est très peu de patients à être présents. Le côté diverses raisons, je l'expliquerai juste après dans le point suivant. Mais donc on travaille sur des solutions qui peuvent être apportées en éducation thérapeutique pour les équipes d'éducation thérapeutique en mucoviscidose. Et par exemple, on a travaillé sur un référentiel, ou du moins un document accompagnant les premières discussions autour de la greffe pulmonaire, qui est quelque chose qu'on fait dans la mucoviscidose quand on a une indication de greffe et que finalement la vie avec les poumons qu'on a devient trop difficile. Ça, c'est un exemple d'outil qu'on a travaillé, c'est comment le professionnel peut commencer à aborder la question de la greffe, qui est un sujet quand même assez tabou, assez complexe, avec son patient. Et c'est intéressant, je trouve, dans un groupe de travail, qu'on fasse participer des patients à l'élaboration de cet outil. Il y a 2 choses par rapport à ça que je voulais dire. C'est d'une part,
quand il y a peu de patients, beaucoup de professionnels, mais qu'il y a une volonté de faire parler le patient et d'écouter le patient et qu'il participe au développement de la solution, là en l'occurrence un document pour le professionnel de santé, le patient il va être très 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 écouté. Très écouté, parfois trop écouté. C'est-à-dire que le patient doit aussi savoir à un moment se restreindre dans ses prises de position, en faisant bien attention à ce que ce qu'il dit ne soit pas forcément toujours considéré comme une vérité absolue. Le patient, il représente avant tout lui-même avant de représenter un groupe de patients. Et le deuxième point que je voulais... Donc là, c'est vraiment un partage d'expérience par rapport à ce que j'ai vécu. Et le deuxième point qui est intéressant, je trouve, et qui encore, j'ai l'impression, peu abordé, c'est l'impact que peut avoir la participation à un tel groupe sur le patient lui-même qui y participe. Et ça vaut pour les éléments que j'ai mentionnés aussi précédemment. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, moi, quand j'ai participé à ça, la greffe, j'en parlais pas spécialement, je savais évidemment ce que c'était, moins bien que ce que j'ai su par la suite, mais ça a eu un impact aussi sur ma façon de voir ce qu'était la greffe, peut-être dans un processus d'acceptation, mais en tout cas, ça fait évoluer mes représentations aussi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on laisse assez... on ne discute pas beaucoup, j'ai l'impression, de ce sujet-là. Qu'est-ce que participer à des groupes, participer à de l'éducation thérapeutique, participer à de la recherche peut avoir comme impact sur soi? Voilà. Ah, pardon. Et j'ai presque fini. J'ai encore un tout petit peu de temps. Je me dépêche. Et le dernier point, c'est que je voulais évoquer, c'est par rapport aux associations de patients, et notamment aux associations de patients atteints de pathologies qui sont initialement des pathologies enfantines. Il y a une vraie difficulté, et vous voyez que dans le groupe de travail d'éducation thérapeutique, je vous ai dit qu'il y avait peu de patients dedans. Alors il y a une raison forte qui est que ça se passe en semaine. Ça, c'est quand même assez difficile quand on a une activité professionnelle de se libérer. Même si c'est une fois tous les trimestres, c'est pas forcément simple. Mais le deuxième élément, c'est que historiquement, certaines pathologies sont des pathologies enfantines. Et dans les associations, ce sont souvent des parents qui sont présents. Ce sont des parents qui ont créé les associations. Et donc, c'est pas forcément simple de laisser la parole aux patients, ou en tout cas de leur laisser la parole, si, je pense. Quoique peut-être sur certains sujets, c'est un peu plus dur. Comme la mort, par exemple, c'est pas forcément simple, mais peut-être pour tout le monde, au final. Et par contre, j'ai l'impression difficile de leur laisser le pouvoir à un moment. Peut-être parce que nos propres représentations, je ne suis pas parent, mais en tant que parent, font qu'on n'imaginait pas l'enfant adulte. Et quelqu'un qui n'est pas adulte, théoriquement, n'est pas majeur et ne peut pas prendre de décision. Ça peut se discuter, mais ne peut pas prendre de décision. Ou en tout cas, il est sous tutelle. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais aborder, comme ça je finis assez vite. Alors, deuxième intervention. Donc, moi, je dirais un petit peu au fur et à mesure de ma présentation plus qui je suis, mais déjà un petit peu. Donc, en fait, je parle au nom d'un groupe qui a été créé en 1997. Donc, je suis cofondatrice côté parents de ce groupe. J'en parlerai un petit peu plus dans son fonctionnement. Et donc, parents, donc cette problématique de la pédiatrie qui est précisément où est l'enfant dans tout ça. Et maintenant, donc, disons, chercheur à l'espace éthique région Île-de-France, enfin initialement à PHP région Île-de-France, depuis pas mal d'années. Donc le groupe a été créé en 1997, donc groupe thématique de réflexion et de recherche qui s'appelle Parents et soignants face à l'éthique en pédiatrie. Donc, de par son nom, il dit bien qu'il est co-coordonné par un parent et un soignant. Il rassemble à peu près depuis plus de 20 ans plusieurs équipes et toujours dans le champ de la cancérologie pédiatrique. Ça, c'est pas décidé tout de suite, mais dès le deuxième groupe. Au fil du temps, un noyau dur a émergé. Chaque équipe est constituée. Bon, c'est peut-être excusez-moi, je rentre dans le sujet. Ça y est, j'étais en train d'écouter ce que disait mon voisin et donc ça se prolongeait dans ma tête, mais maintenant ça y est, je suis dans ce que je dis. Donc, ce groupe-là, qui a travaillé depuis 1997, ça fait le 8e thème que l'on aborde. Donc, je vous laisse le temps de les regarder en le laissant un petit peu, mais je ne vais pas développer les différents thèmes.
En tout, si vous voulez, ça vous donne une idée, plus de 60 personnes ont participé et on a aussi bien, c'est toujours des personnes volontaires, c'est toujours sur la base du bénévolat, enfin du volontariat, des anciens ou des nouveaux membres. Moi, je suis la seule qui, jusqu'en 2016, est tenue bon. Là, j'ai passé la main à mon tour. Et des parents d'enfants qui sont vivants ou décédés. C'est une problématique tout à fait particulière, d'ailleurs, de faire travailler ensemble des parents d'enfants vivants ou décédés. On pourrait le développer éventuellement. Et qui sont partie prenante ou non, ces mêmes parents, d'associations autour de l'enfant atteint de cancer. On a eu quelques anciens patients qui ont bien voulu aussi s'associer à certains moments du groupe. Et nous avons toujours, et depuis le début, la présence d'un philosophe. C'est majeur pour le regard qu'il peut apporter, totalement différent d'une autre, en tout cas très éclairant. Donc le groupe se réunit en dehors du temps de travail le soir, pendant 2h30, environ 8 fois par an, et fait appel à des invités spécialistes pour des collaborations qui peuvent être vraiment ponctuelles, une réunion ou plus longue selon les sujets et selon les profils. Vous pouvez vous mettre là, ça ne me gêne pas. L'évolution donc en termes de participation des parents, ça dit un petit peu aussi quelque chose que Jean-Baptiste vient de nous dire, c'est-à-dire que c'est pas trop difficile de trouver des parents participants, mais des parents co-coordonnateurs, ça demande quand même pas mal de travail, un suivi, et donc ça, je ne crois pas que c'est moi qui ai voulu rester à tout prix si longtemps, mais avant de trouver quelqu'un qui se sentait prêt à y aller. Par contre, du côté des soignants, vous voyez qu'il y a eu 4 médecins successivement qui se sont relayés. Dans tous les cas, c'est cette notion de tandem qui importe beaucoup pour nous, c'est-à-dire un parent, un soignant. Il se trouve que ça a toujours été des médecins, mais ça pourrait ne pas être. Et si possible, sur la même histoire de l'enfant. Alors, pour venir un peu à cette notion plus large du plan politique et citoyen, c'est-à-dire ce que j'appellerais le vivre ensemble, les personnes qui appartiennent au groupe s'inscrivent dans la mouvance de la démocratie sanitaire et apparaissent en quelque sorte comme des précurseurs, puisqu'on a commencé en 1997, de la loi du 4 mars 2002 qui est relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Donc ce petit laboratoire d'idées, un autre groupe, où les acteurs s'exercent à la controverse, correspond assez bien à ce que les politistes, des gens comme Pierre Lascoum, appellent un forum hybride, et s'inscrit plus largement dans un contexte d'évolution de la science qui n'est plus autant qu'avant productrice de certitudes, et un contexte sociétal où les citoyens progressivement se disent qu'ils ont le droit de parler, de formuler une opinion, et face à la maladie, d'être partie prenante du soin et des décisions le concernant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressée dans votre intervention, c'est justement cette présence en particulier au moment des décisions, et ça a fait un écho beaucoup sur cette réflexion qu'on a en particulier sur le dernier groupe handicap et cancer, sur tout ce qui est présence ou non des parents concernés lors des RCP. Donc ça, c'est une vraie question. En tout cas, nous, on est déconnectés de l'horizon de la décision dans ce groupe. C'est vraiment un groupe de réflexion. Alors l'esprit dans lequel a été fondé ce groupe s'enracine dans une histoire singulière, celle d'une adolescente décédée dans le contexte d'une leucémie et des suites d'une erreur médicale, à laquelle le tandem fondateur, donc en l'occurrence moi-même, sa maman, et le médecin, le docteur Eliadad, qui la suivait au quotidien de la maladie et jusqu'à son décès. Alors, nous avons souhaité donner sens à notre histoire en raison de la qualité de la relation qui avait été établie entre notre famille et l'équipe soignante. Donc, vous voyez, il y a un point de départ qui est vraiment un tandem fondateur fort. Le premier groupe a été beaucoup autour des questions qui concernaient cette jeune fille, en particulier donc la sédation et la question de la greffe. Et pour dire, quand vous parliez des impacts tout à l'heure, tous les soignants témoignent avec force de combien ce groupe les aide à prendre une posture, je dirais, différente, voire des décisions différentes, donc l'impact sur leur pratique professionnelle. Et si vous voulez, moi, étant là aussi au titre de témoin, moi, je dirais qu'il a fallu, si je reviens un tout petit peu en arrière, vous voyez, l'erreur médicale, c'est en 2007 qu'on a commencé à travailler dessus. Or, l'histoire de Capucine, c'est 1994, son décès, et il m'aura fallu
tout ce temps pour pouvoir aborder de front la question de l'erreur médicale. Bon, après, j'en ai parlé souvent et pas mal, et je considère, si vous voulez, que sur l'impact personnel dans mon histoire, quelque chose dans l'histoire du deuil s'est véritablement bouclé à ce moment-là. Vous voyez, donc, et ça, j'en témoigne pour moi parce que je suis avec vous aujourd'hui devant vous, mais beaucoup d'entre nous et beaucoup des parents, et en particulier lorsque l'enfant est décédé, considèrent toujours que c'est comment je dirais, on fait très attention à ce que ce soit des parents qui soient par ailleurs suivis ou attentifs, disons, au processus de deuil, pas mettre des personnes qui sont en plein chambardement, de même que ce ne sont pas non plus des parents dont l'enfant est encore en soins, sauf bien sûr pour la génétique et pour le handicap. Mais c'est parce qu'on a de la maturité qu'on peut commencer à faire ça. On n'a pas commencé comme ça au départ. Donc voilà, quelques éléments. Si je reviens sur le groupe lui-même, les fondamentaux, c'est quoi finalement? C'est l'ancrage dans l'expérience et le témoignage. D'où la tendance, le tandem fondateur. Je dirais, on se raconte des histoires, en référence à la pensée de Paul Ricoeur, autour des années 80, et on s'inscrit dans le courant de la médecine narrative. Le deuxième point, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est la notion de tandem, si possible sur une même histoire, mais c'est plus largement les regards croisés, parents et soignants, alors avec, sous, je ne sais pas quel petit mot mettre, disons sous le regard du philosophe, c'est ce que j'aime bien dire, c'est toujours un apport distancié. Il est là, Paul Loup ? Oui, donc Paul Loup a été un de nos philosophes pendant un bon moment, on en a eu d'autres, ils ont changé aussi. Un autre point fort, c'est s'entraîner, développer la culture du questionnement éthique. On n'est pas là pour donner des réponses, mais pour interroger. Et c'est fait dans un esprit, c'est là où ça rejoint la démocratie participative, dans un esprit de co-construction entre des partenaires qui se reconnaissent dans leurs compétences propres et qui s'estiment. S'estimer, ça veut dire l'égale recevabilité des positions, des opinions et des discours. Alors, au cœur en fait de ce qui anime ce groupe, c'est la relation de soins. Tiens, me revoilà là-dessus, oui. C'est la relation de soins et les savoirs à l'œuvre. Alors là, on pourra avoir des discussions sur les mots qu'on emploie pour définir les savoirs. En ce qui nous concerne, alors ces petits schémas, il va en avoir deux. Il y en a eu d'autres aussi, je ne présente pas aujourd'hui. J'aime beaucoup rendre hommage à ceux qui travaillent. Et dans le groupe, tout le monde travaille, mais c'est tellement une co-construction qu'on ne sait plus qui fait quoi. Mais là, en l'occurrence, les petits schémas, c'est Franck Bourdeau, qui est donc oncologue pédiatre à Curie et qui a été co-coordonnateur médecin de 2010 à 2016. Alors, vous avez donc deux petits schémas. Ce sont deux haltères. Les deux haltères visent en fait à compenser l'asymétrie, l'apostrophe, l'asymétrie inhérente à ce qu'est la relation de soins. Donc un savoir expert, spécialisé, scientifique, cognitif, hautement technique, celui des soignants. Un savoir que moi je continue d'appeler profane en y mettant des guillemets, au sens d'un savoir non spécialisé. Je dirais que c'est plutôt les sociologues qui utilisent ce mot de profane en l'opposant à un savoir non spécialisé dans le champ disciplinaire donné. Mais moi, je trouve qu'il a tout à fait du sens, à condition d'en expliquer le terme, de le garder. Donc, un savoir non spécialisé ici dans le champ de la médecine. Donc, sont profanes ceux qui ne tiennent pas des rôles fondés sur la connaissance d'une science ou d'une discipline. Ce sont des non-initiés. Parents et enfants n'ont pas le bagage spécialisé des soignants, mais ils ont de la maladie une connaissance pratique, concrète et sensible. Les parents connaissent leur enfant et l'enfant, le patient en général, est instruit dans son corps de sa maladie. Il a donc ce savoir qu'on aime bien appeler aussi expérientiel. Relations de soins et les interactions qui s'y produisent. Donc à cette étape, on est en 2010, la maturité du groupe est suffisamment grande pour qu'on puisse se confronter à des questions où précisément la confiance est mise à mal. Donc c'est le travail sur l'erreur médicale qui nous a amené à aborder, jusque-là on travaillait beaucoup sur le partenariat, la confiance, et là quand la confiance n'est plus là, quand la défiance, voire la méfiance s'installe. Alors évidemment, paradigmatiquement, je dirais que l'erreur en milieu de soins en est une, la situation de fin de vie également.
Donc nous avions pour ce travail-là, en plus de notre philosophe qui était Paul Loup, qui faisait partie du groupe à ce moment-là, David Smadja qui est venu nous rejoindre à un moment aussi et qui nous a conduit à explorer un modèle qui est proposé par Albert Hirschman. Peut-être certains d'entre vous connaissent ce modèle-là. Albert Hirschman, c'est autour des années 1970, donc c'est déjà vieux, économiste et sociologue américain. Alors, dans une approche descriptive, Albert Hirschman décrypte le fonctionnement d'une relation lorsque des êtres humains décident de s'associer dans un but commun où ils sont contraints. Donc on imagine, tel que ça vient d'être dit, que c'est effectivement une situation qui correspond à la relation de soins. Donc il développe 3 concepts qui déterminent chacun des comportements sociaux distincts face à une difficulté ou une situation de crise. Transposés à la relation de soins, ces 3 concepts correspondent bien aux 3 types d'interactions qui existent dans la relation. Donc vous voyez déjà sur la première branche qui va vers le haut, la soumission, 2 sphères inégales mais reliées. C'est ce que Hirschman dénomme la loyauté, loyalty. Pas de rébellion, mais une acceptation, qu'elle soit positive ou résignée, pour que le lien ne se rompe pas. La deuxième interaction qu'on pourrait appeler la compétition, où on a 2 sphères égales mais non reliées, c'est la confrontation de 2 autorités, ici plutôt une accumulation de désaccords ou de malentendus. C'est l'exit, comme l'appelle Hirschman, donc la rupture de la relation, c'est l'échec pour tous. La 3e voie, qu'on a appelée la coopération, on retrouve là les 2 sphères, cette fois égales et reliées. C'est donc un espace de prise de parole, l'instauration d'un dialogue, et j'ajoute en insistant, sans pour autant craindre les désaccords et les conflits. Ce que Hirschman dénomme alors exit et voice. Je ne sais pas si j'avais mis exit. Donc voice, prise de parole, dialogue, et c'est dans ce contexte que l'alliance thérapeutique prend véritablement toute sa dimension. On pourrait y mettre d'autres mots que coopération, oui, j'ai fini, délibération ou négociation. Je montre simplement pour ouvrir après, si vous le souhaitez, à la discussion. J'ai donné les fondamentaux du groupe. Un autre fondamental, c'est la volonté de transmettre. Et donc, on est vraiment, enfin j'aime bien le dire, sous la forme de prendre son bâton de pèlerin. Mais je peux vous dire que toute l'équipe a pris son bâton de pèlerin et qu'on se balade beaucoup. Quelques personnes dans la salle le savent, qu'on va facilement intervenir. Donc, sur quoi on réagit? On a des outils. Les outils, c'est en particulier des livrets et un film. On a pas mal de publications académiques, on communique dans différentes instances et on propose aussi des formations. Je le remettrai que si vous le souhaitez, mais savez qu'il est là. Il y a 2 liens utiles pour trouver un peu plus d'informations. Et puis une autre façon de dire les... Ah, il n'est pas dans la bonne taille. De dire les fondamentaux du groupe, c'est ce petit bonhomme-là. Donc en fait, c'est une belle aventure dans laquelle je suis depuis pas mal d'années, d'un peu plus loin maintenant. Et c'est le contenu de mon intervention avant de passer à la personne suivante. L'intervention va être très complémentaire des 2 premières et peut-être à l'image de l'inventivité, des modalités de délibération, de discussion et de décision qu'il y a aujourd'hui dans la démocratie ou en santé au sens large. On se dit que ça pourrait être très inspirant pour d'autres domaines que la santé, ce qui se fait dans ce domaine. Je vais partir de l'expérience d'une association que vous connaissez certainement, à l'Espace éthique d'Île-de-France tout particulièrement. C'est l'association AIDE, qui est une association de lutte contre le sida, qui a été l'une des premières créées en France et qui aujourd'hui se revendique comme étant, avec un mot qui fait un peu peur parfois en France, comme une association communautaire.
Et nous, un peu, notre façon de parler de la démocratie participative, c'est de parler d'une démarche communautaire. Et je voudrais vous en rendre compte aujourd'hui par quelques exemples. Et puis je ferai un petit focus sur un sujet qui a déjà été évoqué au cours de la journée, qui est le prix du médicament et comment cette démarche communautaire en santé, elle peut déboucher à un positionnement politique sur la question du prix du médicament aujourd'hui en France. Alors sur la démarche communautaire, l'une des caractéristiques qui fait peut-être la singularité, il y en a d'autres, de l'histoire de la lutte contre le sida, c'est que assez rapidement, dès, on va dire, le début des années 90, mais même avant, si on y réfléchit, ce sont des associations de patients qui on disait des associations de malades à l'époque, il y avait même une revendication d'utiliser ce terme de malades, qui ont regroupé des aidants et qui ont intégré la question de la prévention et qui, alors c'est pas toujours le cas aujourd'hui dans les associations de patients, mais qui ont pris à bras-le-corps cette question de la prévention. Évidemment, sur une maladie transmissible, ça s'y prête tout particulièrement. Et puis, c'est une pathologie où finalement, on a découvert en même temps qu'on a essayé de soigner les modes de transmission. C'est une histoire éminemment singulière. L'un des effets pour les associations de patients, c'est le cas pour AID, mais c'est vrai pour d'autres associations comme ACT UP, c'est que ça va donner une place aux personnes vivant avec le VIH, mais aussi à tous ceux qui sont concernés par le VIH et qui peuvent être potentiellement exposés au VIH. Vous savez certainement qu'aujourd'hui, le VIH touche très inégalement la population. On n'est pas, comme on peut l'être dans certains pays d'Afrique subsaharienne, dans un contexte d'épidémie généralisée. Ce sont des groupes de population qui sont plus touchés. Quand on regarde les données épidémiologiques, elles sont très claires. Ce sont, alors dans l'épidémiologie, on parle d'hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, la population gay, les populations migrantes, notamment celles nées en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, beaucoup moins, mais ça reste un enjeu de prévention fort, les usagers et les usagères de drogue par voie intraveineuse, les travailleurs et les travailleuses du sexe et les personnes trans. Et vous voyez que ces groupes, ce sont des groupes qui ont comme caractéristique d'être particulièrement touchés par le VIH, mais qui sont également des groupes qui sont touchés par plein de formes de discrimination dans la société et peu d'accès finalement aux instances démocratiques et aux instances de représentation classiques qui permettent de faire remonter la voix des personnes, avec un effet de double, de triple, parfois de quadruple peine pour ces populations. Le pari de AID, ça a été de dire qu'il allait falloir organiser cette parole et que finalement, il allait falloir faire des choses ensemble. Que ce qui pouvait faire émerger, et on le retrouve un peu dans toutes les interventions, c'est l'idée que l'intervention en santé, le fait de faire pour la santé, c'était aussi une façon de passer de cette expérience singulière finalement soit de la maladie, soit d'une discrimination qui finalement expose à la maladie. Un exemple très, très simple sur une discrimination qui expose à la maladie. On s'est aperçu grâce à une très belle enquête qui s'appelle l'enquête Parcours, qui traite des personnes vivant avec le VIH nées en Afrique subsaharienne, que tout particulièrement pour les femmes, il y avait une corrélation extrêmement forte entre les périodes de précarité administrative, quand les femmes n'ont pas de titre de séjour et n'ont pas de couverture sociale, et l'exposition au VIH. C'est-à-dire que, si on voulait être provocateur, il y a tout aussi efficace que le préservatif ou la PrEP pour se protéger du VIH quand on est une femme migrante, c'est un titre de séjour. Et ça, évidemment, ça va modeler quelles sont nos revendications politiques. Donc, quand on fait partie de ces groupes, le fait de faire ensemble et de recueillir ses besoins, d'ailleurs
cette enquête parcours, elle a été menée parce que eh bien, pendant plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, depuis les associations de lutte contre le sida, on voyait ces personnes arriver et on voyait bien ces histoires de vie où on arrive en France dans les premières années, c'est la galère au niveau du logement, on n'a pas de papier, etc. Et on se retrouve embarqué dans des relations où il est compliqué d'avoir accès à des moyens de prévention ou de les imposer dans les relations sexuelles. Et à ce moment-là, il y a une contamination. Et l'enquête parcours, elle est finalement le résultat du fait que pendant de longues années, les associations sont allées frapper aux portes de la science pour demander finalement cette objectivation d'un phénomène social qu'on voyait assez quotidiennement. Là où on pourrait essayer, alors je ne sais pas si je pourrais réutiliser cette échelle-là qui est extrêmement utile, parfois on est simplement dans le recueil de besoins, de quoi ont besoin les personnes qui vivent avec le VIH. Aujourd'hui, on a des revendications, vous allez dire c'est pas grandiose comme revendication. Nous, on voudrait que les antirétroviraux puissent être délivrés non plus mois par mois, mais par 3 mois. Alors évidemment, ce n'est pas la nuit du 4 août en termes d'ambition, mais ça change tout pour qui? Ça change tout pour les populations guyanaises qui vivent sur le fleuve Maroni. La Guyane est le territoire français qui est le plus massivement touché par le VIH. C'est un territoire à l'intérieur duquel on ne circule pas librement parce qu'il y a, au nom de la politique de contrôle de l'immigration, un certain nombre de barrages routiers qui font que si vous faites de la route de Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni, vous allez avoir 3-4 fois les gendarmes et si vous n'avez pas les bons papiers, vous aurez beau dire que vous allez à l'hôpital retirer les médicaments, ça ne marchera pas. Ou alors, autre configuration, vous êtes à 3 jours de pirogue de l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni et c'est un coût que vous ne pouvez pas assumer une fois par mois et ça pose des difficultés. Cette mesure, alors ça a l'air simple comme ça, c'est pas si simple de faire bouger le temps de prescription, mais ça fait partie du boulot qu'on fait, de recueil des besoins et ensuite on va porter un plaidoyer, on va aller voir du côté réglementaire qu'est-ce qui coince, est-ce qu'il faut passer par la voie législative, un travail finalement de lobbying assez classique. On a les trains qui n'arrivent jamais. On sait aujourd'hui qu'il y a des usagers de drogue par voie intraveineuse. Alors, la réduction des risques en matière de consommation de drogue par voie intraveineuse, c'est vraiment une réussite de santé publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les statistiques, il y a très peu de gens qui se contaminent par cette voie-là au VIH. Au VHC, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a mis du matériel d'injection à disposition et qu'on a un maillage territorial qui répond aux besoins. Il y a un endroit où ça ne marche pas très bien, voire pas du tout, c'est en prison, où on sait qu'on consomme des drogues par voie intraveineuse et bien que ça ait été intégré dans la loi de santé, aujourd'hui, il n'y a aucun programme de réduction des risques et de distribution de matériel stérile qui se met en place. Et là, notre diagnostic, qui marche toujours de la même façon, identification d'un besoin du côté de la prévention du soin et puis le faire remonter, nous n'arrivons pas à faire bouger les pratiques. Mais il y a aussi cette dimension de faire des actions en santé qui vont souvent aller du côté, alors c'est difficile de trouver un terme, on n'est pas du côté de la délégation de tâches parce que je crois qu'on a le droit de l'utiliser que entre soignants, on va être du côté de la démédicalisation mais qui est un terme qui pose des soucis, mais quelles sont les actions en santé qui peuvent être menées par les personnes elles-mêmes vivant avec le virus ou avec une pathologie ou par les communautés concernées, avec le pari
pari, qui est celui de la santé communautaire, qu'il y a des messages en santé qui vont être mieux perçus, mieux transmis quand ils sont transmis par des personnes qui sont elles-mêmes concernées. Ce n'est pas forcément l'idée, qui est parfois un peu caricaturée, de les gays vont mieux parler aux gays, les personnes immigrées vont mieux parler aux personnes immigrées. C'est une vision un peu restrictive de ce qu'est la santé communautaire et qui est souvent utilisée pour l'attaquer. Là, on est beaucoup plutôt du fait de quelqu'un qui est concerné par le VIH, dont la vie a été marquée par cette pathologie d'une façon ou d'une autre. Elle va avoir, et l'enjeu pour nous aujourd'hui principal, c'est celui du dépistage et du dépistage rapide. Par exemple, quand aujourd'hui vous avez quelqu'un qui connaît bien le VIH, mais qui n'est pas une connaissance théorique, qui est une connaissance incarnée, quand une personne découvre dans l'un des petits camions que vous pouvez voir dans Paris que son TROD est positif et que selon toute probabilité, le test qui suivra confirmera le diagnostic de séropositivité. Cette personne qui fait le test, si elle est séropositive ou d'une communauté concernée, quel message elle peut dire avec une certitude absolue aujourd'hui de là, tu te prends un sacré coup de bambou sur la tête, c'est pas rigolo comme nouvelle, mais moi, je peux te dire que ça va aller. Ça va aller parce que les traitements sont efficaces. Ça va aller parce que, eh bien, dans quelques mois, ta charge virale, elle sera indétectable et même sans préservatif, tu ne seras plus susceptible de transmettre le virus. Ça va aller parce que, eh bien, ton espérance de vie aujourd'hui, avec les nouveaux traitements, elle est quasiment équivalente à celle de la population générale. Et effectivement, quand ce message il est délivré, alors c'est pas évidemment, c'est important que ça soit redit par le soignant, que ça soit réitéré, mais quand il est dit par quelqu'un qui connaît ça d'une façon ou d'une autre à la première personne, ça a une portée très forte. Même chose, nous on travaille beaucoup sur la PrEP. La PrEP, c'est le fait de prendre un traitement antirétroviral pour des personnes séronégatives qui vont être fortement exposées à une contamination en risque sexuel et qui, pour plein de raisons, pour qui le préservatif n'est plus forcément l'outil qui fonctionne en matière de prévention. Là encore, on va avoir un accompagnement avec des gens qui sont formés, parce qu'à AIDE, c'est aussi l'idée que ce soit les gens qui font du dépistage, de l'accompagnement PrEP, on a de la formation qui permet de mettre en forme cette expérience individuelle pour aller vers du counseling ou du collectif, qui fait que ça fait toute la différence. Et aussi dans la relation qu'on peut avoir au pouvoir public ou aux institutions de soins, on a une autre résonance, entre guillemets, du fait de mettre les mains dans le cambouis, si vous m'excusez cette expression, mais le fait d'être une association qui déploie du soin, qui déploie de l'action en santé. Quand on vient parler d'une difficulté dans un ministère ou quand on vient dire à un service d'infectio, c'est ce qui nous est arrivé, franchement, pour la population qu'on vise, pour la PrEP, des horaires de 10h du matin à 15h l'après-midi, on loupe complètement notre public cible. Là, c'est plutôt des jeunes actifs urbains. Il faut des consultations de 17h à 22h et on peut vous le dire parce qu'on les connaît et on les accompagne. Ça va complètement changer la perspective. Il y a des sujets, et je vais finir par cet exemple-là, où finalement les associations de lutte contre le sida et AIDE en premier lieu étaient peut-être moins attendues dans ce champ de la démocratie sanitaire. Et l'un de ces sujets, c'est le sujet du prix du médicament. Et c'est vrai, en matière de médicaments, la revendication centrale des associations de lutte contre le sida, et finalement, j'ai envie de dire, ça le sera toujours, c'est la question de l'accès. Ce qui est important, c'est que les personnes qui en ont besoin aient accès aux meilleurs médicaments possibles selon la forme d'affection dont elles sont atteintes. C'est une position assez différente, par exemple, de celle de groupes qui peuvent avoir un discours, par exemple, généraliste sur le prix
du médicament, tout à fait légitime, mais qui ne sera pas le point de vue du patient. Et finalement, dans cette revendication pour l'accès, dans les années 80-90, il y a eu une assez grande indifférence au prix. D'ailleurs, il y avait l'idée que eh bien, la santé n'avait pas de prix et qu'on allait demander les meilleurs traitements et que on n'allait pas discuter, surtout dans une période, dans les années 90, où chaque mois, chaque semaine de retard où un essai thérapeutique était reculé, ou une mise sur le marché était repoussée, ça se comptait en plusieurs dizaines de morts. On était dans un contexte où les associations de patients avaient établi un rapport de force suffisant, et puis on n'était pas dans le même contexte industriel du point de vue des politiques tarifaires, qui faisait que le prix n'était absolument pas une question, voire une question qu'on refusait de se poser. Et puis, il y a eu, on en a déjà parlé, il y a eu l'épisode du sofosbuvir, où là, on se retrouve avec un médicament dont on a très, très envie, et à juste titre, parce qu'il est super efficace, parce que le VHC, ça concerne beaucoup des populations dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais que là, finalement, on est face à un dilemme, c'est il ne s'agit pas qu'on se retrouve à faire la campagne de l'industriel qui veut imposer un prix dont on est tout à fait capable de dire qu'il est excessif. Et comment, en tant qu'association de patients, on réussit à rester sur la ligne de crête entre la revendication de l'accès et la critique du prix. Et comment, à un moment, on ne va pas se retrouver manipulé par les industriels qui vont trouver des dizaines de gens pour aller hurler sous les fenêtres du ministère de la Santé pour exiger l'accès aux médicaments, et une revendication fort légitime, enfin tout à fait légitime et audible, mais comment on ne va pas utiliser ça pour pousser les prix vers le haut. Donc ça nous a invités vraiment à repenser complètement notre positionnement, à aller s'intéresser aux constituants du prix. Alors on a découvert à cette occasion tous les processus de financiarisation de l'innovation thérapeutique. Ça nous a invités surtout à aller voir nos collègues activistes du Sud, et ça, je pense, c'est une histoire très marquante dans la lutte contre le sida, c'est que ceux qui avaient été confrontés au problème de prix en premier, et là, dès le début des années 2000, c'était les activistes du Sud, notamment les Indiens, notamment les activistes sud-africains, et eux, ils avaient inventé des choses. Ils avaient fait des procès contre les multinationales, ils avaient fait des oppositions au brevet, ils avaient mis en place, finalement, cette question s'était déjà posée à eux, et en fait, on s'est mis à importer un certain nombre de leurs techniques de lutte. Par exemple, l'opposition au brevet, aide, avec d'autres partenaires, Médecins du Monde, MSF, a fait l'une des premières oppositions au brevet en Europe sur le sofosbuvir. Pour l'instant, on a perdu la première manche, mais on ne désespère pas. D'ailleurs, voilà, et c'est une histoire intéressante de comment on peut avoir des circulations au niveau mondial des techniques de lutte. Par ailleurs, il nous semble qu'aujourd'hui, on va dire, on est 16 ans après la loi de 2002 sur le droit des patients, la démocratie sanitaire, elle est arrivée à un point de maturité qui fait que les patients où les usagers du système de santé peuvent être du côté du pouvoir. Et il nous semble qu'aujourd'hui, sur cette question du prix du médicament, eh bien, tout le monde est mûr, peut-être moins les pouvoirs publics, mais ça va venir aussi, pour qu'il y ait une présence des patients à chaque étape qui va déterminer le prix du médicament. Alors c'est déjà le cas à la Haute Autorité de Santé, dans les 2 commissions qui se consacrent à
l'évaluation et thérapeutique et médico-éco des médicaments. Il y a un endroit, mais ça devrait être les derniers mois où la configuration est comme ça, où pour l'instant il n'y a aucun représentant des patients, même pas de la société civile, c'est le comité économique des produits de santé où sont négociés les prix. Et nous, on pense qu'aujourd'hui, on a un mouvement patient. Alors, ça ne sera pas aide en propre, ça sera certainement du côté de France Asso Santé, qui est la coalition qui regroupe l'ensemble des associations d'usagers de santé, qu'on est prêt à y aller. C'est-à-dire qu'on a une position qui est, on va dire, assez raffinée pour pouvoir aller dans ces négociations, alors qui mettent en jeu du secret industriel. On sait bien que ça ne sera pas un combat facile, mais on fait le pari qu'aujourd'hui, si vous avez un patient, au même titre que quand il y a un patient présent dans un staff, on est à 2 échelles différentes, mais c'est le même fonctionnement, on fait le pari que si les patients sont présents, eh bien les négociations ne se passeront pas de la même façon. Y compris, même si on peut le regretter, si les informations ne peuvent pas complètement sortir, et nous on appelle quand même à beaucoup plus de transparence en la matière. Néanmoins, le simple fait qu'il y ait une parole du patient, et notamment que les industriels cessent parce qu'aujourd'hui, qui est-ce qui porte la parole des patients au CEPS? C'est les industriels qui ventriloquisent un peu ces groupes sociaux-là. Le fait qu'il y ait des représentants patients, ça n'est pas susceptible, et ça a bien été montré dans d'autres pays européens comme en Irlande, la présence des patients, elle ne pousse pas les prix vers le haut, au contraire, elle contribue, si tant est que c'est possible, à des prix plus justes et qui rendent mieux compte du bénéfice thérapeutique pour les personnes. Donc je viens ici pour parler d'une aventure entrepreneuriale qui a fédéré un certain nombre d'acteurs du monde hospitalier, qui soient professionnels. Tenez, je la mets ici, comme ça vous pouvez voir aussi. Qui s'appelle Instamed. Donc Instamed qui est un réseau d'acteurs, patients, professionnels de santé, mais également économistes et autres, pour développer des outils technologiques permettant une synergie entre tout ce monde. Donc le constat d'un besoin d'un télésuivi hospitalier se fait sentir comme nous tous à travers des expériences personnelles, qu'elles nous soient propres ou de proches. Et c'est en demandant, en se rapprochant de l'hôpital, plus particulièrement de l'hôpital Necker, à savoir dans une équipe d'hématologie du professeur Hermine, que j'ai été amené à discuter avec eux d'une étude de leurs besoins pour être en meilleure relation avec leurs patients. Donc nous sommes concertés et nous avons étudié quels étaient les besoins qui se faisaient ressentir, et à la question qui était mienne de savoir si ces professionnels médicaux avaient besoin d'un outil leur permettant de dialoguer avec leurs patients, la réponse était encore plus positive que celle que tout un chacun pouvait déduire, à savoir que le besoin n'était pas peu, mais nécessaire. Besoin nécessaire, donc nous sommes concertés avec les infirmières référentes, Martine O'Neill, Sophie Jacquet et Corinne Bentin, le professeur Hermine, mais aussi Suarez, pour développer ensemble un outil relativement performant, incluant plusieurs fonctionnalités et permettant de fluidifier les échanges entre patients. Donc, notre vision de la chose, et je pense qu'on partage tous ici le même point de vue, c'est que la place du patient est vitale dans notre système de santé, que tant bien même nous entendons les pouvoirs publics dire depuis un certain temps, un bon nombre d'années, qu'il faut recentrer le patient rendre le patient acteur de sa santé, les applications doivent venir du terrain, à savoir de chaque citoyen. Et nous en avons fait une démonstration au travers de la création de cet outil qui est en pilote depuis maintenant 8 mois à l'hôpital Necker et qui rencontre un certain succès dans la mesure où les retours des utilisateurs, à savoir les patients, les infirmières, les médecins utilisant la plateforme sont très positifs parce que à
à l'opposé d'un certain nombre d'outils existants dans le corps hospitalier, l'outil d'Instamed a été pensé pour chacune de ces spécialités. Donc il y a, je finis sur cette page. Depuis septembre 2018, où est apparu le plan Ma Santé 2022 à un engagement collectif, ça nous a conforté dans l'idée que ça rentrait dans le plan gouvernemental, qui est de placer le patient au cœur du système et de faire de la qualité de sa prise en charge la boussole de la réforme, ainsi qu'organiser l'articulation entre médecine de ville, médico-social et hôpital pour mieux répondre aux besoins des soins en proximité. Tout cela pour dire que nous avons entamé une démarche de rapprocher les patients de l'hôpital, mais aussi de la ville. Donc, pour continuer sur ce que je disais précédemment, bon nombre d'outils informatiques aujourd'hui existent à l'hôpital, qu'ils soient pour des dossiers médicaux ou autres, et le schéma classique du développement de ces outils est pyramidal. Une direction informatique ou la direction d'un hôpital pense et réfléchit de temps à autre avec les équipes du terrain à l'élaboration d'outils, mais qui, de temps à autre, ne sont pas nécessairement pensés et axés sur l'expérience utilisateur. Il y a une bonne idée, mais l'application est à revoir. Le résultat de cela, c'est une multiplicité d'outils qui sont de temps en temps pas interconnectés et qui ne résultent pas en utilisation appropriée de ces derniers. Notre démarche, elle a été tout autre, c'est de d'abord partir par les besoins du terrain, à savoir discuter avec les équipes soignantes, les patients, les médecins de ce qu'ils auraient besoin pour communiquer, quelles étaient les fonctionnalités, les applications, telles une application mobile, les applications nécessaires pour eux pour se rapprocher de leurs patients. Bien évidemment, incorporer les directions informatiques, parce qu'elles sont partie prenante de ce genre de développement informatique, de développer l'outil sur mesure, donc répondant aux besoins des professionnels de santé, de former les équipes à cette utilisation, d'analyser les résultats pour ensuite faire une mise en production de l'outil, à savoir offrir l'outil aux services médicaux concernés. Cette démarche jusqu'à présent a été un succès dans la mesure où aucun des acteurs de ce monde, donc pour revenir, qu'ils soient les familles, enfin les patients dans un premier temps, les familles, les paramédicaux ou les médecins et l'hôpital, ne se sont sentis que ces plateformes n'étaient pas adaptées à leurs besoins. Il y a plusieurs plateformes, mais une seule et même base de données. Donc on regroupe toutes les informations liées à un patient qui sont accessibles par toutes les équipes médicales suivant ce patient, qu'il soit traité dans un hôpital donné ou dans un autre s'ils sont amenés à voyager ou à être traités dans une autre ville. Si un patient est traité, par exemple, à Paris et que la conséquence fait qu'il emménage à Nice, ce même patient pourra accéder à la même plateforme et ses équipes soignantes aussi. Donc un identifiant unique. Et tout ce système a été pensé en harmonie avec les professionnels de santé avec qui nous nous sommes posés, avec qui on a réfléchi à la meilleure façon de mettre en place un système qui pourrait être déployé nationalement. Donc plusieurs hôpitaux ont leur propre outil, mais il n'y a pas de vision globale d'un outil qui fédérerait les équipes soignantes, les patients et les hôpitaux. Donc bien évidemment, les objectifs de la plateforme, c'est de rendre les patients acteurs de leur santé et de la recherche, nous allons y venir dans un instant, pour reprendre votre terme, monsieur, c'est ce qu'on appelle le patient empowerment ou patientreporter.com, en leur permettant de se sentir investis dans leur suivi, car la période la plus difficile dans les pathologies chroniques est bien évidemment la période d'intercure où les patients peuvent être amenés à se sentir esselés et n'ont pas une qualité de suivi à la hauteur de notre système de santé qui nous promulgue de très bons soins, mais où le suivi n'est pas forcément le même. Mais aussi améliorer la synergie entre les équipes médicales. Donc on a constaté, après réflexion avec les équipes soignantes, qu'un certain nombre de process pourraient être automatisés qui fluidifieraient leurs échanges entre eux, mais aussi
voilà, si un patient est traité dans plusieurs hôpitaux parce qu'il est atteint de plusieurs pathologies chroniques, les équipes soignantes, qu'elles soient de l'hôpital ou de la ville, peuvent être amenées à communiquer au sein d'une seule et même interface, mais aussi à l'ère du tout numérique, accompagner les hôpitaux dans leur digitalisation, digitalisation qui se fait ressentir de façon relativement criante, mais aussi en leur proposant d'améliorer leur offre de soins et à terme réaliser des économies. Donc nous sommes en processus d'évaluation. S'avancer à dire que cela fait réaliser des économies pour l'heure est peut-être un peu présomptueux, mais sur la base d'études qui ont été menées à l'étranger sur l'utilisation d'outils semblables, on peut penser que l'on y arrivera. La solution d'Instamed, elle est multiple. Donc, il existe un écosystème des applications d'e-santé qui est assez large. Il y a plus de 325 000 applications, grosso modo, existantes. 325 000 applications qui, pour la plupart, font la même chose ou ne sont pas forcément complémentaires. Nous nous sommes dit, le constat était le suivant: un patient ou une patiente qui est atteint d'une pathologie chronique et qui va être amené à avoir un suivi continuel à l'hôpital ou dans la ville ne veut pas forcément avoir à aller sur une application pour son éducation thérapeutique, une application ou une boîte mail pour suivre ses patients, une autre application pour des questionnaires d'évaluation médicale s'ils ne sont pas déjà papier. On s'est dit, on va prendre toutes ces innovations déjà existantes, pour certaines, et les unir au sein d'un seul et même outil, proposant bien évidemment un dossier médical partagé entre les patients, l'hôpital et les équipes soignantes, mais qui est animé particulièrement par le patient. C'est donc le patient qui va renseigner des éléments sur sa maladie et son parcours, de la dématérialisation de documents. Donc les patients, lorsqu'ils passent par la case hôpital, sont amenés à envoyer un certain nombre de documents où l'hôpital leur demande un certain nombre de documents qu'ils doivent envoyer par mail ou par copie, ce qui peut être un peu chronophage. L'idée, c'est d'avoir un système qui permet à tous ces acteurs que l'on a précédemment cités d'avoir accès à toutes les fiches, qu'elles soient carte vitale, carte d'identité, scanner, résultats de biologie, ordonnance, dans une seule et même interface, de l'éducation thérapeutique du patient, donc pour les pathologies dont on a discuté, mais aussi celles en hématologie à Necker ou à la PHP dans les hôpitaux de France. Ces maladies ont des termes assez exotiques, les traitements tout autant. Elles sont difficilement compréhensibles. Le corps soignant ne va pas nécessairement prendre le temps d'expliquer aux patients ce dont ils sont victimes, ce qui les amène généralement à aller sur Internet pour chercher des symptômes et trouver des informations qui peuvent être erronées. L'idée, c'est d'avoir du contenu validé par les équipes soignantes ou par des sociétés savantes, qu'elles soient pour des traitements ou des maladies, avec du texte, des schémas et des vidéos, le leur expliquant. De la visioconférence, c'est un outil de téléconsultation infirmière, mais aussi médicale. Donc, dans le cadre du suivi, permettre aux patients d'avoir une interface de visioconférence type Skype, mais bien évidemment sécurisée, avec ses soignants, une messagerie, des API avec des appareils médicaux. Donc, aujourd'hui, un bon nombre d'éditeurs, d'industriels éditent des appareils, des objets connectés permettant de prendre plein de constantes très pertinentes par les patients, de l'interfacer avec la solution pour permettre aux équipes soignantes d'avoir une vue globale en plus d'un dossier médical du ressenti patient, des auto-évaluations des patients, donc des questionnaires d'évaluation médicale et de qualité de vie, ce vers quoi nous allons. Donc il y a bien évidemment ce que tout un chacun peut penser être bon pour soi ou pour une cohorte de patients, mais ce qui est encore mieux, c'est des études qui viennent corroborer ce besoin. Il y a donc sur les 325 000 applications dont je parlais précédemment, il y en a seulement 5 qui ont fait l'objet d'études, 4 ont montré un bénéfice de survie et 3 ont fait l'objet de publications qui sont celles que vous avez sous les yeux. Donc la première publiée en 2013 par l'American Cancer Society, la deuxième est plus importante par la Société américaine d'oncologie,
et la plus récente en octobre 2018 par JAMA. Ces études, elles ont proposé à des patients, donc pour la première sur 285 patients, sont toutes des études randomisées, leur proposer un outil leur permettant de renseigner leurs symptômes et effets secondaires en temps réel, partant du principe que près de 80% des effets secondaires et des symptômes ressentis par les patients en période d'intercure ne sont pas sus par le corps soignant par le simple fait qu'ils ne le renseignent pas. Le fait de donner accès à un patient, à permettre au patient de s'exprimer avec des échelles de qualité de vie bien évidemment validées, a démontré a suggéré une diminution du stress des patients et donc un meilleur état d'être et donc un allongement de l'espérance de vie pour l'une de 9 mois, l'autre de 5 et la dernière de 7 mois. Donc avec les graphes que vous voyez ci-dessous qui montrent que le pool de patients utilisant le système d'évaluation médicale et de qualité de vie permettait un allongement significatif de leur durée de vie. Et je conclurai donc sur la vision qui a été nôtre de ce réseau qui est Instamed, à savoir que pour aboutir à un outil performant et voulu par tous, il faut bien évidemment remettre le patient véritablement au cœur du système de santé, mais aussi articuler toute sa santé en harmonie avec les professionnels médicaux qui ont leur mot à dire tout autant que les patients, et c'est en interfaçant tout cela qu'on arrive à avoir créé cette plateforme. Voilà tout.